Ok. Bien, bonne soirée à tout le monde. C'est notre 11e séance du séminaire. Nous sommes le 20 avril, séminaire donc de l'École du réel, sur la question du transfert. Et c'est la 11e séance, ce qui veut dire qu'il nous en restera 3 pour terminer l'année sur cette question difficile, délicate, foisonnante du transfert, de Freud jusqu'à Lacan. Donc ce soir, je vais vous parler du sujet supposé savoir, le point où on est arrivé. On va reprendre un tout petit peu en arrière. Jacques Lacan termine son séminaire sur le transfert, le séminaire 8 de 1960-61, sur la question de la position, de la place qui occupe l'analyste, lequel analyste se présente dans toute cette sphère du transfert et comme objet, l'objet petit a, et comme sujet par le désir de l'analyste. Mais ce qu'il y est dit n'est pas, à mes yeux, probant. Pourquoi? Parce que Lacan n'avance plus. Il est à la croisée des chemins. Il lui manque quelque chose pour avancer. Il lui manque un élément. Alors il bute, il stagne. À la place de l'avancée fracassante attendue en cette fin de séminaire, comme en toute fin de chacun de ces séminaires, il fait des digressions, des remarques latérales, fort intéressantes au demeurant, mais il n'avance plus sur la question du transfert. À propos de l'analyste, dira-t-il dans cette ultime séance du 28 juin 1961, revenant plus à Socrate qu'à signe de Coufontaine de la trilogie claudélienne, il revient vraiment sur Socrate, il dit ce que Socrate sait, du verbe savoir, hein, ce que Socrate sait et que l'analyste doit au moins entrevoir, c'est qu'au niveau du petit a, la question est tout autre que celle de l'accès à aucun idéal. L'amour ne peut que cerner cette île, ce champ de l'être. Et l'analyste, lui, ne peut que penser que n'importe quel objet peut le remplir, ce champ de l'être. Voilà où nous, analystes, dit-il, sommes amenés à vaciller sur cette limite où, avec n'importe quel objet, une fois entré dans le champ du désir, se pose la question « qu'es-tu » Il n'y a pas d'objet qui ait plus de prix qu'un autre. C'est ici le deuil autour de quoi est centré le désir de l'analyste. Je fais une coupure là, bien sûr, dans la citation. Voilà la fonction de l'analyste, avec ce qu'elle comporte un certain deuil. Or, ça c'est moi qui vous parle, eh bien tout ça, c'est insuffisant. Ça reste et ça s'avère insuffisant. Que savons-nous avec Lacan du transfert au moment de conclure son séminaire du même nom? Car c'est tout de même, in fine, autour de Socrate que se sera fait l'essentiel de l'avancée où l'on se trouve. Ainsi, le Socrate du banquet incarne la place de l'analyste. Socrate, en tout cas, incarne ce que doit être le désir de l'analyste afin que puisse s'éclairer la vérité de l'amour de transfert. En effet, le transfert, c'est quelque chose qui se situe à la frontière de l'amour et du désir. L'extrême, souvent. L'extrême complexité de l'amour de transfert chez un sujet s'en trouve éclairée, car elle ne se réduit pas à ce qui se passe à son niveau, mais à cette extrême complexité est à relier étroitement à ce qui se passe en même temps chez l'analyste
et plus concrètement avec le désir de l'analyste. Désir et amour sont parfaitement articulés. Ils le sont dans ce que Lacan a nommé dans ce séminaire la métaphore de l'amour. Héron, l'amant, le désirant, c'est pareil en grec ancien, Héron, dans son rapport à l'éroménos, l'aimer, le désirer. Celle qui est au départ en position d'aimer ou de vouloir être aimé, surtout, substitue à cette position celle d'amant, de désirant. C'est à ce moment-là que s'atteint la signification de l'amour. Elle s'exprime ainsi. Si, désirant, je veux croire que l'autre, désirant, est devenu me désirant, si dans les bûches qui s'enflamment par mon désir, je perçois une main qui se tend vers moi, alors quoi? Alors c'est bien sûr ce qui se produit dans l'analyse, puisque l'analyste, d'abord aimé, est aussi virtuellement aimant, ne serait-ce qu'à minima, et d'écouter avec une telle constance l'analysant. Cependant, on le sait, la position du sujet désirant, c'est radicalement celle du manque. C'est pour cela même que le dispositif qui fait passer le sujet par ce temps de l'éclosion de l'amour de transfert va le conduire, lui, le sujet analysant, tout droit au pied de la vérité de son désir. Ce n'est pas bien sûr un bien, même pas son bien, c'est par définition ce dont il manque. À une condition, ce n'est que pour autant que l'analyste, rivé à cette place de désirant, saura y faire valoir son manque fondamental. Lacan nous explique tout au long du séminaire que Socrate montre une pleine effectuation de la tension qu'il provoque au niveau de la métaphore de l'amour en renvoyant à la fonction du manque avec l'ouden, le rien. Souvenez-vous de l'ouden-on, je ne suis rien, je n'étant à proprement parler rien, pour traduire littéralement, lui dit-il à Alcibiade en substance. Car la fonction du manque est inhérente au désir. Socrate, en ce qui le concerne, signifie qu'il est désirant, et il le reste dans la mesure où il ne peut strictement rien dire de lui comme désirant. Là, à cet endroit même, à cette place où il est désiré. Pourquoi? Tout simplement, mais très rigoureusement, parce qu'il s'abolirait comme désirant. Si l'on disait quelque chose, il passerait alors au registre de la demande et non plus à celui du désir. Il miaulerait, si je puis dire, il miaulerait ainsi comme Alcibiade disant son amour. Mais Socrate n'est pas Alcibiade. Socrate, en soutenant une position de désirant, dirige Alcibiade, nonobstant sa demande d'amour à lui, Alcibiade, malgré cette demande à lui adressée, Socrate, il le dirige vers une incarnation de l'objet de son désir. C'est Agathon. Agathon qui est ce con, excusez-moi de parler comme ça, c'est le mot de Lacan. Il dit même, Lacan, le con des cons, le plus con de tous, et même le seul con intégral. Voilà, je cite, c'est l'ultime séance du 28 juin 61. Il le met ainsi sur la voie, sinon de son désir, à tout le moins sur la voie de la vérité de son désir, de son transfert. Bien que, comme il s'agit encore ici au premier chef d'une personne, cette vérité reste encore prise bien trop dans un imaginaire spéculaire. Un analyste, qu'est-ce qu'il devrait faire? Un analyste devrait faire mieux que Socrate à cette tâche, en déspécularisant l'objet de cette vérité pour le sujet. En déspécularisant l'objet. C'est donc sur ce point que l'on peut considérer que Lacan vient ici d'inventer, dans toute l'histoire de la psychanalyse, celle qui s'est déroulée avant lui, une théorie du transfert.
Pourquoi? Parce qu'en se saisissant de Socrate et en faisant une figure exemplaire, il vient de renverser d'une manière qui s'avère définitive, irréversible, ce qu'on appelle le sens du transfert. Comment cela? Eh bien, vous remarquerez qu'il fait dorénavant dépendre d'une part le transfert, mais surtout d'autre part son issue, laquelle consiste très précisément à révéler au sujet l'objet de son désir, et ce, à partir de la demande d'amour initiale. Donc, dépendre de quoi? Eh bien, du désir de l'analyste. En effet, pour Lacan, ce n'est que de la place de ce désir de l'analyste que peut venir à s'interroger le transfert. Qui plus est, Lacan énonce clairement que ce n'est que de cette place, du désir de l'analyste, je le répète, que pourra venir un sens véridique ou pas au transfert du sujet. À partir de ce moment de l'œuvre lacanienne, il n'y a pas plus d'intersubjectivité. Ce qui reste chez l'IPA. En effet, le terme désir de l'analyste, est ce qui relève d'une disparité subjective. Vous remarquerez que disparité subjective, c'est l'expression qui figure dans le titre complet du séminaire. Cette disparité est un obstacle radical et définitif à toute intersubjectivité, dans le sens où un sujet supposerait un autre sujet. Analystes et analysants ne sont pas en symétrie subjective, mais en incommensurable dissymétrie. Ce qui ruine en passant l'expression toujours hypéiste de contre-transfert. Cette appellation, chez Lacan, stricto sensu, n'a plus lieu à partir de ce moment-là. Si Lacan est, à la fin de ce séminaire, plus en gestation qu'en impasse, c'est qu'avec Socrate, il est déjà sur les rails de sa découverte prochaine, de son pas suivant, concernant le transfert. En effet, le désir de Socrate est bien un désir qui s'articule en fonction d'une position subjective qui se place, qui se campe vis-à-vis du savoir. Ainsi, celle-ci, de fait, anticipe celle de l'analyste. Que fait en somme Socrate? Il se présente au monde comme ne sachant rien, hors les choses de l'amour. Pourtant, lorsque c'est à son tour de parler, il va citer Diotime. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que faisant ainsi, il manifeste sa division de sujet. Il montre alors qu'il ne peut parler de ce qu'il sait qu'en se situant dans la zone du « il ne savait pas ». Mais il peut supposer à Diotime ce savoir qu'il ne sait pas. Ce n'est pas pour rien que c'est une femme, Diotime. Ainsi, dès le séminaire Le Transfert de 1960-61, l'on peut remarquer que surgit l'essentielle référence qui va nous occuper désormais, pour la fin de ce séminaire, dans la suite de son œuvre, que j'ai nommé non seulement la référence au savoir, mais plus encore, émerge déjà la référence à la supposition au savoir. L'analyste, comme Socrate, est celui j'ai marqué, mais est celui qui va être interrogé comme sachant. Voilà, il est interrogé comme sachant. Certes, il est interrogé comme sachant, mais c'est bien comme vous l'avez fait, comme je vous l'avais fait remarquer dans ce séminaire, que l'on trouve déjà cette phrase qui anticipe ce qui s'énonce ainsi. J'avais cité la fois d'avant cette phrase, j'ai extrait une partie de cette phrase. C'est à la place même où nous sommes supposés savoir, nous les analystes, que nous sommes appelés à être, et à n'être rien de plus, rien d'autre que la présence réelle, et justement en tant qu'elle est inconsciente. Je répète cette phrase importante, c'est à la place même où nous sommes supposés savoir que nous sommes appelés à être et à n'être rien de plus, rien d'autre que la présence réelle, et justement en tant qu'elle est inconsciente. Vous voyez, donc, nous sommes supposés savoir, ça intervient à ce moment-là. Déjà, j'avais cité il y a 2 séances.
et c'est lié quelque part avec la présence réelle. Voilà, on en a fini avec ce séminaire sur le transfert. Qu'est-ce qui se passe après? Je vais falloir que je condense un petit peu. L'année suivante, Lacan débute son séminaire de 1961-1962 intitulé « L'identification ». C'est au cours des 2 premières séances de l'identification qu'il va introduire la célèbre formule du sujet supposé savoir. Ce sera d'abord pour la critiquer et sembler la rejeter. Cette figure du sujet supposé savoir se serait, selon lui, développée en tant que préjugé philosophique, à la suite du cogito cartésien. Il manipule, bien que brillamment, la formule avec une certaine ironie, dans le but évident de s'en démarquer pour la psychanalyse. Il dit alors, par exemple, Lacan, il faut que nous apprenions à nous en passer à tous les moments. Il dit aussi que c'est une supposition indue. Voilà au moment où il en est et comment il rejette, mais ça va évoluer. Bref, Lacan est encore à ces séances-là du début de l'identification, à dénoncer le sujet supposé savoir. Mais ce n'est pas sans effet sur ses avancées, car cela lui permet latéralement d'ébranler sa notion de grand hôte, et même d'aller jusqu'à renoncer à sa conception du grand hôte comme sujet. Il énonce alors à la séance du 15 novembre 1961 cette phrase, je me demande de retenir, l'autre, le grand hôte, avec un grand A, l'autre n'est pas un sujet, c'est un lieu auquel on s'efforce, dit Aristote, de transférer le savoir du sujet. Il fait souvent porter à d'autres, à Aristote, à Socrate, à Descartes, ce qu'il dit lui-même. L'autre n'est pas un sujet, c'est un lieu auquel on s'efforce, dit Aristote, de transférer le savoir du sujet. Voilà la bascule, elle est là. Ainsi, sujet supposé savoir et grand hôte se trouvent à cet instant de l'œuvre corrélés. À la place de ce que Lacan a appelé jusque-là l'autre, avec un grand A, le grand hôte, en tant que sujet, va venir à être logé le sujet supposé savoir. L'autre, le grand hôte, devient donc un lieu de signifiant, pas ou plus un sujet. Mais ce n'est pas tout. Une autre corrélation s'en déduit, et comme en cascade. Dans le même temps, Lacan énonce pour la première fois aussi, le 6 décembre 1961, sa fameuse définition axiomatique du signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant. Définition qui, lue en inversion, est aussi sa définition du sujet. La voici. Le signifiant à l'envers du signe n'est pas ce qui représente quelque chose pour quelqu'un, c'est ce qui représente précisément le sujet pour un autre signifiant. Voilà, à 2 entrées en inversion, la même chose. Le sujet, c'est ce qui est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Cependant, lors de ces premières séances du séminaire d'identification, la question du transfert ne sera pas reliée à la notion du sujet supposé savoir. Il faut attendre l'année suivante, 1962-63. C'est le séminaire L'Angoisse qui va occuper Lacan. Il faut donc attendre 2 ans qu'il ait été expulsé de l'IPA, l'international, qu'il arrête son séminaire Le nom du Père. Le nom du Père. Nom N majuscule, P majuscule. Le nom du Père, au singulier, n'est-ce pas? À la fin de la première donc, et unique séance de l'automne 63, qu'il démarre son nouveau séminaire en janvier 64, à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, invité par son ami Althusser, intitulé par Jacques-Alain Miller, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Vous savez que ce n'est pas le titre que Lacan voulait, mais c'est Miller qui donne ce titre-là. Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse et qui soient en position
Lacan est sur le point de fonder son école, l'école freudienne de Paris, 21 juin 64. Il appelle d'ailleurs l'école française, je sais plus, l'école française de psychanalyse. Et quelques jours après, il renomme l'école freudienne de Paris. On retient l'école freudienne de Paris du 21 juin 64. Il faut attendre donc tout cela pour voir ce lien s'établir. À la fin du séminaire, dans une sorte de retournement, il va prendre à nouveau un appui sur René Descartes, sur Descartes. Je m'explique. En effet, Lacan va d'abord désigner le Dieu de Descartes, le Dieu auquel Descartes réfère, comme étant sujet supposé savoir. Puis Lacan va dire que dans l'analyse, le sujet supposé savoir, dont il précise qu'il n'est pas forcément comme Dieu, qu'il peut en être différencié, que le sujet supposé savoir, donc dans l'analyse, eh bien, c'est l'analyste. Il précise même en élargissant son propos en disant « ça c'est assez fort, c'est une sorte de saut épistémologique, que dès qu'il y a quelque part le sujet supposé savoir, il y a transfert. Même si, dit-il, l'analysant est loin, des fois bien loin, d'octroyer cette place à l'analyste, à son analyste, comme l'on dit, quand il entre en analyse, quand il débute. » On a remarqué que le lien entre transfert et sujet supposé savoir pouvait se repérer, donc qu'il s'annonçait déjà lorsque Lacan, dans son séminaire de l'identification, se met à dire que l'autre, le grand autre, est un lieu auquel on transfère le savoir du sujet. On en a déduit quelque chose de non avoué par Lacan lui-même. De quoi s'agit-il? On a supposé un maillon intermédiaire qui relierait le transfert au sujet supposé savoir. Il s'agirait de l'idée qui travaille Lacan à ce moment-là, l'idée d'un transfert de Descartes sur Dieu. Dieu autre, grand autre, celui qui, pour Descartes, est le garant des vérités éternelles. Vous savez que Descartes, laissant à Dieu ses vérités éternelles, cela lui permet d'attribuer à l'homme de s'occuper de tout ce qui reste. Naissance alors de la science moderne, qui, mettant Dieu à sa place, localisable du côté des vérités éternelles, fait une place autre pour l'homme et de tous ces objets dont l'homme peut faire ses choux gras, ses gadgets, etc. Donc, naissance de la science moderne. Dieu d'un côté, tout le reste pour l'homme. Il s'amuse avec tout le reste. Ne l'oublions pas pour autant. Jusqu'à là, l'autre était quand même, nolens volens, le voulant, ne le voulant pas, un sujet auquel le sujet s'adressait. À partir de là, l'affirmation que l'autre n'est pas un sujet, mais véritablement quelque chose de bien différent, en l'occurrence un lieu, va constituer quelque chose de fondamental. Un pas décisif aurait été ici franchi par Lacan et toute la psychanalyse avec lui. Car, vous l'aurez aussi remarqué, si c'est en termes de lieu que dorénavant les rapports du sujet à l'autre vont avoir à se traiter, nous allons nous situer et avoir affaire désormais, en cette matière, à quelque chose qui va pouvoir et devoir prendre pour nom une topologie. Ce n'est donc pas pour rien que l'on peut constater et que l'on a pu dire que le séminaire d'identification est le tout premier séminaire de Lacan où celui-ci commence à relier très concrètement les termes devenus déjà classiques de son discours, tels que le désir ou la demande, d'autres encore, à une pratique naissante d'objets topologiques. Et tout d'abord le tort et le cross-cap. Ainsi, tous ces termes comme vidés ou mieux évidés de toute référence possible à une substance quelconque,
deviennent exclusivement des termes d'une opératoire logique. C'est-à-dire que tous ces termes, tels que l'autre, la demande, le désir, vont venir à s'identifier à autant d'opérations de comptage et de coupure qui engendreront des surfaces topologiques. Voilà pour ce soir. Voilà pour ce soir, parce qu'on continuera la prochaine fois dans cette veine. Mais je pense que je vous ai assez assommé. J'ai dit que je ferai court, c'est assez court. Voilà, introduction du sujet supposé savoir et introduction, par ce séminaire d'identification, de la topologie, avant qu'ensuite ça soit la nodologie. Donc, l'identification est un séminaire qui prend un virage. L'autre comme lieu, non plus comme sujet. Et ça change tout. Lieu des signifiants. Trésor de signifiants aussi, il a dit. Il a dit de plusieurs façons le trésor des signifiants. Je ne veux pas avoir cet effet sur vous de vous casser la tête. Là. Monsieur Lucas?